Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mercredi 20 décembre. C'est le moment pour nous, dans Question d'actu, de commencer la série rétrospective 2023. Premier épisode de cette série, la cause nationale et plus généralement la diplomatie marocaine en période de changement profond dans la géopolitique régionale et mondiale. Car autant dire que cette année n'a pas été des plus sereines. Des alliances se forment et d'autres se défont. Et le Maroc navigue avec prudence dans des eaux plutôt troubles, avec un mot d'ordre, garder le cap, celui de défendre la cause nationale, et sur cette même base, nouer ou renforcer des partenariats très diversifiés, basés sur la confiance et le respect mutuel. Cette année a été marquée par l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2703 relative à la question justement du Sahara marocain, comme dans la 2602 ou la 2654, l'Algérie est encore une fois mentionnée plus d'une fois. Mais le voisin de l'Est s'entête et fait la sourde oreille. Cela n'empêche pas le Maroc de continuer à développer ses provinces du Sud et continuer ce cheminement vers le développement de ces provinces et surtout de leur population. Il faut noter aussi que sur le volet diplo toujours, cette année est l'année du renforcement des liens stratégiques, notamment avec le voisin ibérique, et l'année aussi de l'Atlantique, sans oublier les nouveaux liens outre-Pacifique, car le Maroc est devenu le premier pays d'Afrique du Nord à se voir attribuer le statut de partenaire de dialogue sectoriel par l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. La diplomatie marocaine en 2023, c'est ce que nous débattons ce soir en compagnie de mes invités. Tout d'abord, le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mostafa Srimi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En face, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique, c'est Hassan Alabi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Se joint à nous depuis l'Aïoun, c'est un plaisir de l'accueillir, Jean-Marie Haidt, auteur et analyste des politiques publiques à l'Université de Mulhouse. Bonsoir, professeur Haidt, et merci à vous également de vous joindre à nous ce soir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, nous allons commencer cette émission donc rétrospective par l'actualité, parce qu'il s'agit d'une émission qui traite des sujets d'actualité. L'actualité, c'est ce forum, 6e du genre, 6e édition du forum russo-arabe. Aujourd'hui, ça fait la une de toute la presse, n'est-ce pas, si Hassan c'est la visite de Sergueï Lavrov aujourd'hui à Marrakech pour assister à ce forum, d'ailleurs, qui a été présidé par notre chef de la diplomatie, c'est Nasser Bourita. Mostafa Srimi, d'abord un mot sur ce forum russo-arabe. C'est un cadre de rencontre organisé par la diplomatie russe pour faire le point sur, au-delà du bilatéral entre Moscou et chacun des 22 pays arabes, faire le point sur les problèmes de l'heure, les potentialités d'un partenariat, une réflexion partagée sur un certain nombre de questions de l'heure, et donc c'est toujours bien de se retrouver et de débattre ensemble. Ça, c'est le premier fait. Deuxième point, me semble-t-il, c'est que ce forum russo-arabe se tienne où? C'était à Marrakech. Et donc c'est quand même intéressant à relever. On ne peut pas dire que dans la liste des 22 pays arabes, le Maroc ait les meilleures relations, soit le mieux placé pour ce qui est des relations avec Moscou. Nous avons des relations normalisées avec Moscou, de partenariat, de coopération, etc. Mais n'ont pas, me semble-t-il, le degré qualitatif ni la dimension des relations de la Russie avec d'autres pays. Ma question est celle-ci. Pourquoi le Maroc ? Autre question, pourquoi, puisqu'il fallait choisir un pays de la région compte tenu des turbulences qu'il y a évidemment dans l'espace arabe non maghrébin, pour commencer, c'était difficile de tenir au Caire, à Beyrouth, ailleurs, etc. Le Caire, pourquoi pas après tout, mais c'est compliqué, les relations sont compliquées, même s'il y a un lien étroit. Je voulais en venir à ceci, pourquoi pas Alger ? S'il y a un pays qui a des relations étroites, particulièrement étroites d'ailleurs avec la Fédération de Russie, c'est bien l'Algérie. Alors l'Algérie, qui n'est pas là. Oui. L'Algérie n'est pas représentée à ce forum. D'ailleurs, ça a été annoncé hier soir.
le chef de la diplomatie algérienne n'est pas à Marrakech. Oui, c'était sans dans pour l'air. autant expliquer pourquoi. C'était C'est dans à titre l'air. informatif que nous le faisons pour nos téléspectateurs. Oui, c'était dans l'air. C'était dans l'air. On savait que la position d'Alger était très réservée, pas pour ce qui est du forum russo-arabe. Elle était très réservée sur le lieu de ce forum, en l'occurrence Marrakech, une ville marocaine. Ça prouve donc la rigidité de pays pour tout ce qui concerne les problèmes maghrébins. Et c'est un élément de complication pour ce qui est, me semble-t-il, des relations entre Moscou et Alger. Alors maintenant, le fait que ça se tienne à Marrakech, il y a un agenda. Qu'est-ce qui s'est tenu il y a 2 mois à Marrakech, par exemple? C'était l'Assemblée générale du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il y a d'autres agendas qui sont tenus dans la ville hôte du Royaume. Et je crois que c'est important que ce soit Marrakech, que ce soit le Maroc. Ça prouve que le Maroc a d'abord une visibilité diplomatique, d'autre part, il a une crédibilité. Et en plus, c'est un territoire, c'est un pays d'accueil, de dialogue et de débat, même pour ce qui est des relations entre la Fédération de Russie et le monde arabe. Et je crois que c'est important à relever. Absolument. Et d'ailleurs, cette année aussi a connu ce forum africain, Afrique-Russie, qui s'est tenu aussi cette année, puisqu'on parle de rétrospective. Alors, vous avez parlé justement de l'ordre du jour de ce forum russo-arabe qui s'est tenu aujourd'hui à Marrakech. Il y a une déclaration finale. Hassan Alaoui, le ton est donné. Parmi les points qu'on peut retenir, c'est bien évidemment d'abord la centralité maintenant, aujourd'hui, du conflit à Gaza. Et aussi certains points, j'aimerais bien vous faire réagir et commenter la nécessité, l'engagement à promouvoir et respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, la nécessité du plein respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures, établissement des relations de bon voisinage et respect des accords et obligations conclus entre les pays. Cela, c'est entre autres points qui ont été retenus. Ouais. Exactement, dans cette déclaration finale du sommet russo-arabe. Oui. Bon, écoutez-moi, tout a été dit par mon cher Mustapha. Moi, je dirais que le Maroc et la Russie, parce que quand même, je vais concentrer un petit peu sur ce point précis, c'est que ce sont 2 pays qui, évidemment, antinomiques, a priori, je veux dire, à première vue, n'est-ce pas? Mais ce sont 2 pays qui ont mis en œuvre une relation diplomatique qui remonte aux années 50 ou à la fin des années 50. Autrement dit que le Maroc ne fait aucune différence, je veux dire, dans son plateau, si vous voulez, de relations, dans sa culture multilatérale. Il est aussi bien avec la Russie qu'avec les États-Unis ou la Chine aujourd'hui, ou l'Inde, qui est une grande puissance, n'est-ce pas? Et donc, c'est un bonheur de constater que la Russie, évidemment, comme disait Mustapha, a choisi le Maroc parce que le Maroc, il a une tradition d'hospitalité extraordinaire, reconnue mondialement. Le Maroc a très peu de choses près, je veux dire, à des positions presque analogues avec celles de la Russie, sauf évidemment, et même le conflit ukrainien et tout ça, mais c'est toujours un rapprochement. La Russie ne vote pas forcément au Conseil de sécurité contre le Maroc. La preuve, c'est qu'il y a... Abstention lors de la dernière résolution, la Russie s'est abstenue. Tout à fait. Donc il y a, à l'époque, je me souviens, en 1976, il y avait un voyage très important, significatif, c'est vraiment l'ère de la guerre froide à cette époque, du voyage du Premier ministre marocain qui s'appelait Hamd Asman pour partir à Moscou. Et ça avait été marqué par un contrat énorme, notamment sur les phosphates. Et donc, le partenariat stratégique, comme on dit aujourd'hui, entre la Russie et le Maroc, c'est quand même une donnée vivante, une donnée géopolitique qui a été illustrée, concrétisée par cette rencontre de Marrakech, où évidemment le Maroc se présente comme un pays fédérateur. On va continuer certainement à discuter de ce rôle par rapport à la question nationale qui est la nôtre. Mais justement, en parlant de ces relations entre Moscou et Rabat, il y a cette visite du souverain qui est venu asseoir aussi une nouvelle
orientation de ce partenariat stratégique. Ouais, et la poignée franche et chaleureuse avec Poutine, n'est-ce pas? Donc il y a une vision de politique d'État à État, de chef d'État à chef d'État, et évidemment qui n'exclut pas un petit peu quelques réserves par rapport à certaines questions, mais ces questions sont insignifiantes par rapport, si vous voulez, aux grandes ambitions qui marquent. Les ambitions aujourd'hui de la Russie pour le monde arabe. Ah, le monde arabe, multilatéralité. Oui. Vous savez, Poutine, il est dans un conflit, n'est-ce pas, en Ukraine, et il a toujours, je veux dire, il a besoin d'asseoir. D'ailleurs, il va se représenter encore une fois aux élections, et il a besoin d'asseoir son autorité, si vous voulez, sur un pays et aussi sur un grand giron de ce qu'on appelle le Sud global. La preuve, c'est que la Russie est à la fois dans les BRICS et elle est aussi dans les grandes théories, si vous voulez, internationales. Et donc, c'est une illustration que nous vivons aujourd'hui à Marrakech. Très bien. Dernier point sur cette 6e édition du Forum Russie-Monde arabe. Sergueï Lavrov et ses déclarations. Mustafa Sahimi, les menaces au Moyen-Orient nécessitent une position commune pour résoudre les problèmes de la région et réaliser son développement durable. C'est la position du Maroc, après tout. La position du Maroc est convergente avec celle de la Russie. Et le Maroc est d'autant plus à l'aise que dans la déclaration finale à laquelle vous avez fait référence, on retrouve tout à fait l'expression des positions de principe de la diplomatie marocaine. Lesquelles? Respect de l'intégrité territoriale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça figure dans cette déclaration finale. Non-ingérence dans les affaires intérieures. Oui. Respect de la souveraineté. C'est vous dire que ces principes-là évoqués dans la déclaration générale ne pouvaient que mettre en difficulté la participation du pays voisin. Parce que comment le pays voisin peut assister à une conférence de ce type-là au moment où ces principes-là sont évoqués et au moment où il contrevient dans la pratique depuis près d'un demi-siècle justement à ces principes-là. C'est pour ça que nous sommes à l'aise pour approuver ce qui a été dit, pour nouer de nouveaux rapports avec la Russie. Et puis, un dernier point, c'est une occasion pour le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, de mesurer combien, il le sait, il est déjà venu plusieurs fois au Maroc, vous le savez, de mesurer combien la diplomatie marocaine est une diplomatie responsable, équilibrée, avec des principes qui ne varient pas. Et je crois que, vous savez, les Russes ont besoin de pays stables, constants, et tout le temps, ils ont traité et noué des relations de partenariat avec des pays où il y a de la stabilité, parce qu'ils ont besoin de visibilité internationale. Enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est de placer ce forum dans un contexte chronologique aussi. Il y a quelques jours, il y a eu cette visite d'un certain monsieur Harris. Et là, il y a aussi lieu de rappeler. Donc on peut être un bon partenaire stratégique pour Moscou comme pour Washington. C'est exact. M. Harris était à Alger il y a une semaine et il a fait d'ailleurs, il a eu des contacts avec les responsables algériens et il a fait en particulier une interview un journal algérien est extrêmement intéressant, ce que je recommande. Et qui a été reprise par le département d'État, d'ailleurs. Les 8/10 des questions posées par le journaliste algérien portaient sur le Sahara. Absolument. C'est obsessionnel. Absolument. Il n'y avait pas de coopération avec les États-Unis, il n'y avait pas d'interrogation sur ce qui se passe dans le monde, en Afrique, etc. Tout le temps, c'était donc le Sahara, le Sahara, etc. Et la position américaine, et vous savez, M. Harris, secrétaire d'État adjoint pour ce qui est du Proche-Orient, et c'est important à relever, et il a réaffirmé la position constante de son département et de son pays sur la question nationale, c'est-à-dire le soutien au plan onusien, avec ce que tout cela implique. Mais il y a eu un autre élément dans la visite d'Harris, à mon avis, à Alger, c'est de faire pression sur l'Algérie pour qu'elle se départisse d'une attitude d'hostilité, de gesticulation et d'agressivité, et qu'elle arrive finalement à essayer de réunir les conditions d'un dialogue à minima avec le pays voisin, en l'occurrence le Maroc. Rappelons que justement Joshua, c'est un peu
l'adjoint d'Anthony Blinken, c'est en tout cas celui qui s'occupe des questions du Proche-Orient. Et pourquoi cette visite à Alger était tendue? Elle n'était pas si tendue que ça, elle était simplement... c'est une rencontre un petit peu de clarté. Vous comprenez? Donc, il y a eu ce qu'on peut appeler ce fameux voyage de l'ambassadrice des États-Unis à Tindouf, qui a embrouillé les pistes, parce que la presse algérienne, comme vous disiez tout à l'heure, s'était évidemment empressée de braquer ces projecteurs pour dire que c'est une dimension qui représente un petit peu, je veux dire, la politique étrangère des États-Unis et éventuellement un soutien à l'Algérie, ce qui a été évidemment démenti par des communiqués très officiels pour dire qu'en fait, il est parti pour voir un petit peu la condition de ce qu'on appelle les réfugiés, que moi personnellement j'appelle les séquestrés. Après ça, évidemment, Harris est venu pour parler, évidemment, pour d'abord remettre les pendules à l'heure avec ses interviews, ses déclarations trompeuses de la presse algérienne qui s'empresse évidemment à déformer les propos. Et évidemment... Pas déformer les propos, mais elle s'est rendue dans les camps de Tindouf. Expliquez le contexte. Cette ambassadeur américaine à Alger s'est bien rendue. Je ne parle pas de Harris, mais je parle justement de l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur, ou l'ambassadrice. Si vous permettez un point précis sur la visite de l'ambassadrice américaine à Alger dans les camps de Tindouf, elle s'en est expliquée en disant « Nous sommes le premier contributeur au titre de l'aide humanitaire et nous avons voulu voir sur place comment était organisée et distribuée cette aide alimentaire. » Pourquoi? Parce que une bonne partie de cette aide alimentaire, du PAM en particulier, Programme alimentaire mondial et d'autres associations, etc., est détournée. Tout à fait. Et détournée, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport officiel d'un organisme spécialisé de l'Union européenne, l'organisme de lutte contre la fraude, qui, dans ses rapports successifs, dit qu'une bonne partie de l'aide alimentaire de l'Union européenne et d'ailleurs est détournée à des fins de commercialisation et par les responsables séparatistes et également par les responsables militaires algériens sur place. Et ce sont des marchandises, des aides alimentaires que l'on trouve sur les marchés mauritaniens, nigériens, tchadiens et autres. Très bien. Est-ce que, monsieur professeur Haidt, je ne vous ai pas oublié, mais je sais que votre domaine de compétence est plutôt axé sur le développement. Une petite question. Vous, qui vous trouvez maintenant à l'Aïoun, quelles sont vos observations sur l'impact d'une politique de la diplomatie sur les politiques publiques, sur le développement, justement? Eh bien, alors justement, là où j'essaye de faire le lien avec ce que j'observe sur le terrain et ce qui est développé par la diplomatie et par les instances publiques, moi, me ravit d'une certaine manière parce que ça fait maintenant plusieurs fois que j'ai l'occasion de venir dans les provinces du Sud et d'observer ces évolutions à chaque fois de façon remarquable. Et ce qui m'importe surtout, c'est de voir quel est l'impact de ces évolutions sur la population, sur les femmes et les hommes et les enfants qui vivent là, quels bénéfices ils en retirent, quelles sont les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Et je dois dire qu'il y a véritablement, depuis ces dernières années, une métamorphose tout à fait remarquable qui est observable. Je l'ai observé à Darla, je l'observe ici aussi à l'Aïoun, par une multitude d'aspects, mais qui répondent à la vie des gens, au quotidien. Et je crois qu'on peut avoir les discours politiques que l'on veut et avoir des grandes idées, c'est très important pour dynamiser et donner des feuilles de route. Mais ensuite, il faut que la population puisse le percevoir et en bénéficier pleinement, et c'est bien le cas. Donc ça, c'est mes premières observations sur place dans la région de l'Aïoun maintenant et de Darla la semaine dernière encore où j'étais. Oui, nous reviendrons en détail, bien évidemment, sur cela. Mais restons dans cette année difficile pour tout diplomate, messieurs, notamment avec tous les changements qu'il y a eu, en fait. Et cela a un peu commencé déjà depuis 2 ans, depuis que la guerre a éclaté en Ukraine. Mais force est de rappeler
qu'il y a eu des turbulences aussi dans la diplomatie, avec certains de nos partenaires historiques, nommément la France. La brouille est-elle derrière nous, messieurs? Mustafa Sahimi. Eh bien, écoutez, d'abord, il faut expliquer la nature et la dimension de la brouille, parce qu'il faut faire l'état du dossier. Ça a commencé par la campagne d'hostilité menée en juillet 2021 à propos de Pegasus. Et oui, le Maroc a été mis en cause, vous le savez, pour accuser d'avoir utilisé donc, ce logiciel espion d'origine israélienne et d'avoir utilisé ce logiciel pour écouter un certain nombre de responsables algériens, dont le président Tebboune. Franchement, est-ce que le Maroc a besoin d'écouter ce que peut dire, ce que peut faire le président Tebboune? Bien. Que plus encore, que le téléphone personnel du président Macron avait été également piraté, et d'autres responsables, etc. Et on avait donné une liste de centaines de personnes donc, qui se feraient l'objet de cette écoute. Le Maroc a démenti. A démenti sur la base d'un document technique qui a été présenté voici un an au Parlement marocain, vous le savez, où des experts internationaux ont montré qu'il avait été pas possible. Juste pour qu'on se focalise, Sisrimi, s'il vous plaît, sur l'année 2023. Oui, mais ceci suit cela. Oui, mais sinon on peut revenir encore plus en arrière. Mais l'idée est vraiment de dresser peut-être un état des lieux sur les relations franco-marocaines à la lumière des développements récents, à savoir déjà le vote de cette résolution au Conseil de sécurité, le mot prononcé par le représentant permanent de Paris à l'ONU après. Devrais-je rappeler aussi la nomination d'un nouveau représentant du Royaume du Maroc à Paris, en la personne d'une représentante, Samira Sitaïl. Donc, il y a des... Est-ce que vous y voyez... Parce qu'il reste encore beaucoup de points à discuter, messieurs, il nous reste une vingtaine de minutes, oui, alors, et j'aimerais bien qu'on aille droit... Voilà. Je vais être synthétique, mais il faut contextualiser pourquoi, en 2023, on a une situation de relative normalisation entre Paris et Rabat. Donc, relative normalisation. Oui, vous répondez à ma question. Enfin. Ça tient à un certain nombre de faits que tous les téléspectateurs ont en mémoire. L'affaire Pegasus, l'affaire du visa, un certain nombre de menées organisées par des eurodéputés français au Parlement européen faisant campagne contre le Maroc, notamment 2 résolutions, une du 19 janvier 2023 et une du 18 février 2023, qui sont des résolutions extrêmement hostiles, animées par qui? Par un groupe macronien. Voilà les choses comment elles se présentent. Sur ces bases-là, sur ces bases-là, il y a eu un processus de normalisation qui devait être mené suivant les conditions posées par le Maroc. Lesquelles? Celles précisées par le souverain, qui avait dit ceci: désormais, nos relations internationales seront appréciées à l'aune et suivant le prisme des positions de chacun sur la question nationale. Je vous rejoins maintenant pour ces dépositions de la France au Conseil de sécurité le 30 octobre dernier, où l'ambassadeur français a soutenu le plan onusien. Et pour la première fois, alors qu'il ne l'avait pas fait en 2022, il a fait un commentaire de vote. Exact. Et c'est le texte qui est intéressant. Le texte de vote, je peux puis vous dire, je ne peux pas le prouver, mais j'en suis sûr, c'est un commentaire qui a été visé par Mme Colonna et revisé par l'Élysée. C'est normal. C'est le choix des mots. Oui, mais ce n'est pas toujours l'usage. Oui, mais bon, vu le contexte, puisque vous ne pouvez pas parler de placer les choses dans leur contexte. C'était le rappel que la France a soutenu de manière historique la position du Maroc sur la question nationale, qu'elle a soutenu le plan d'autonomie et qu'elle apporte son appui. Et un mot a été ajouté, il faut que ce processus-là avance. Voilà. Sur ces bases-là, le Maroc a pris acte
de cette réorientation de la position française, et c'est sur ça qu'il y a eu un processus de normalisation avec la désignation d'une ambassadrice à Paris et le début... Après plus d'un an sans poste. Enfin, que le poste est vacant, quoi. Le poste était vacant. Et la nomination d'un ambassadeur français. Avec un autre élément, c'est que la réactivation maintenant du partenariat de la coopération, notamment pour ce qui est de la coopération sécuritaire, on a reçu le directeur général de la police nationale française, exact. Il y a eu des émissaires des Quai d'Orsay, des contacts, etc. Donc il y a un processus de normalisation. De réchauffement. Normalisation. Je ne vais pas jusque-là, si vous le permettez. Je dis normalisation, un processus de normalisation. Réchauffement, c'est un autre registre, mais je puis formuler cette hypothèse qui n'engage que moi. À l'avenir, nous n'aurons plus les mêmes relations que celles que nous avions avec Paris, parce que Paris doit prendre conscience du fait que le Maroc a une diplomatie ouverte, souveraine, et qui n'a pas à plaire aux uns et aux autres. Cela nous rappelle aussi, parce que il y a tellement d'événements dans cette année, il faut tous les commenter. Donc, je vous demande beaucoup de patience et surtout de concision. Donc, on connaît maintenant ce qui se passe avec la France, et cela nous ramène aussi à cette position de l'Espagne qui a changé, donc automatiquement qui a entraîné un effet d'entraînement. Exactement. Et non seulement de réchauffement des relations entre Rabat et Madrid, après de longs mois de brouille, mais aussi, cela a permis de renforcer les partenariats stratégiques sur plusieurs volets. Un mot déjà aussi sur cette visite en février dernier du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et fin de semaine dernière, première visite après reconduction de ce gouvernement du chef de la diplomatie espagnole, M. Alvarez, au Maroc. Avant-hier. Exact. Oui. Moi, je vais prendre 3 dimensions, si vous permettez, parce que là, c'est... Il y a le problème du Sahara avec, évidemment, le vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Espagne, vis-à-vis des Nations Unies, vis-à-vis de l'Algérie. C'est comme ça qu'il faut compartimenter un petit peu les choses. C'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Donc, on a parlé de la France, c'est pour ça que je vous interpelle sur l'Espagne. Non, je vais vous dire une chose. Le meilleur élément avec la France, emblématique, c'est qu'ils ont fait appel à ces Hamouchi pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Ça, on ne pouvait pas imaginer ça. Dans cet espace de bruit qui a duré évidemment plusieurs mois, aujourd'hui, la France demande, et il l'a dit, Moustapha, le monsieur de la sécurité française, personne n'est venu solliciter le Maroc pour, comme à Qatar, assurer la protection. Ça, pour moi, c'est plus que la normalisation. Ça, parce que c'est presque l'intimité française. Pour l'Espagne, cela va de soi. Après la visite du Premier ministre ou du chef du gouvernement espagnol en février, les choses sont allées bon train. On a eu froid ou on a craint quelque chose pendant les élections espagnoles. Finalement, il s'en est bien sorti. À la grande barbe, permettez-moi l'expression, du gouvernement algérien. Donc les choses sont revenues. Maintenant, l'Espagne, c'est un peu la locomotive de tout ce mouvement. Voilà. Vous comprenez ? La déclaration hier ou avant-hier d'Alvarez, c'est extraordinaire. Je veux dire, jamais on a atteint ce niveau. Exact. Mais ce qu'il faut voir au-delà de ça, c'est quand même l'Espagne a signé l'accord de Madrid en 1975. C'est-à-dire qu'elle a reconnu déjà la marocanité du Sahara. Et ça, le gouvernement marocain l'oublie. C'est un argument. L'Espagne est signataire des accords de Madrid qui sont une reconnaissance de facto et de jure, de la marocanité du Sahara. Donc, il y a ça aujourd'hui maintenant. Et puis, il y a les intérêts communs, bien entendu, c'est que l'Espagne revient en tête, si vous voulez, des opportunités de la coopération commerciale. C'est le premier partenaire, n'est-ce pas, qui devance la France. Et aujourd'hui, on peut se féliciter de cette posture algérienne. Pardonnez-moi. On le souhaite, algérienne, c'est un lapsus révélateur. Alors, avec l'Algérie, il s'est passé quelque chose au niveau de sa visite du secrétaire d'État adjoint, c'est qu'il est venu aussi parler de la sécurité dans le Sahel et les dangers que les États-Unis craignent, n'est-ce pas ? Il ne faut pas l'oublier. C'était la partie la plus significative, la plus importante. C'est que les groupes maintenant, le danger de l'Iran et du Polisario qui s'accaparent le Polisario et l'Algérie aussi,
c'est de voir monter un flux de terrorisme vers le nord, donc vers cette zone de l'Afrique de l'Ouest que constitue le Maroc, voire même l'Algérie. Voilà un petit peu ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi. Et le Maroc, évidemment, engrange les succès, n'est-ce pas? Il y a maintenant, je ne sais pas combien, une trentaine de pays. Cette année a été marquée aussi par un pays qui a ouvertement reconnu la marocanité du Sahara. C'est Israël. C'est Israël, oui. Juste, oui, parce oui, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'on rappelle les faits marquants de cette année sur le volet diplomatique, c'est cette reconnaissance de Tel Aviv de la marocanité des provinces du Sud. Pour avoir de recul sur ce qui a été dit sur la question nationale, aujourd'hui, fin décembre 2023, 84% des 193 pays des Nations Unies soutiennent le Maroc. Ouais. Très bien. 84%, c'est important. Et il faut y ajouter, évidemment, tout ce qui est fait. On n'a pas parlé de l'Allemagne, mais c'est important. Bien sûr. Première puissance économique qui s'est alignée, qui a revu ses positions. Puis un certain nombre d'autres pays, Belgique, Luxembourg et un certain nombre d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a une maturation de la cause nationale à l'international précisément. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de consensus général pour ce qui est de l'appui au programme onusien et partant à la cause marocaine. Justement, et rappelons, puisque vous parlez de l'Allemagne, l'année prochaine, le dialogue stratégique multidimensionnel sera lancé entre le Maroc et l'Allemagne. C'est une déclaration conjointe qui a été adoptée à l'occasion de la visite au Maroc de la chef de la diplomatie allemande, Madame Baerbock, le 25 août 2022 déjà. Alors, c'est vrai, et cela a été d'ailleurs rappelé dans le discours de la Marche verte par le souverain qui s'est félicité du dynamisme de la diplomatie marocaine qui a permis d'engranger, comme vous le disiez, de nombreux nouveaux soutiens internationaux à l'intégrité territoriale du Maroc à travers justement la multiplication du nombre des États reconnaissant la marocanité du Sahara et le sérieux du plan d'autonomie du Maroc comme unique solution au conflit factice créé autour donc du Sahara. Professeur Reid, concrètement, l'ouverture de ces consulats, de ces représentations diplomatiques dans les provinces du Sud, quel est son rôle, quel est son impact surtout sur le développement de projets à caractère économique ou socio-économique dans ces zones et dans ces régions-là? Alors, je crois que l'implantation de ces consulats, que ce soit à Laayoune ou à Dakhla, d'abord un grand côté symbolique, ça, il faut le dire en tant que tel. C'est pas simplement un panneau sur un immeuble, c'est une présence concrète. Même si certains pays qui ont des implantations n'ont pas un nombre de ressortissants de façon importante, mais néanmoins, ça ouvre, et c'est ça le deuxième aspect, ça ouvre la voie à des possibilités d'échanges et d'accords commerciaux qui se développent. Et si je prends l'exemple de l'impact qui est en train de se passer, qui va se développer avec le futur port de Dakhla Atlantique, il est très clair que cette présence consulaire est au travail pour justement permettre non seulement à ce que des investisseurs de ces pays viennent sur place et s'engagent, ce qui est le cas, mais également de dégager des perspectives nouvelles. Donc je crois que il y a le symbole et au-delà du symbole, il y a réellement des effets tout à fait concrets et on le voit avec j'ai envie de dire le décollage, entre guillemets, pour l'expression économique qui se produit et ce qui est encore à la porte et qui va se développer dans les temps à venir. Donc la présence consulaire est vraiment très importante, au-delà de l'aide qu'elle a pour les ressortissants des pays concernés, lorsque ce sont des pays qui ont des ressortissants en nombre, notamment subsahariens par exemple, mais pas que. Alors, professeur Reid, il y a un élément très important et une ouverture, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle est historique. Le Maroc a toujours été ouvert, en tout cas sur cette façade atlantique, mais en tout cas, il y a cette ambition d'accompagner cette ouverture du Maroc vers l'Atlantique, d'accompagner certains pays africains, qui sont au nombre de 22, qui justement regarde aussi vers l'ouest, vers cet espace géostratégique qu'est l'Atlantique. Ma question est la suivante. Selon vous,
quels seraient, en termes de politique publique, les effets, justement, de cette nouvelle orientation atlantique sud du Royaume sur ce plan de développement qui est déjà en marche? Vous avez parlé tout à l'heure de Dakhla Atlantique à très juste titre, mais qu'en est-il des autres secteurs et notamment aussi avec l'ouverture d'une fenêtre du Sahel vers l'Atlantique, comme cela a été d'ailleurs décidé et tracé par le souverain? Alors oui, vous le dites à l'instant, c'est une volonté du souverain de pouvoir faire évoluer la façade atlantique. Je crois que c'est vraiment une particularité, alors qui dépasse les provinces du Sud, puisque il y a le côté méditerranéen et maintenant cette volonté de développer un côté atlantique qui dépasse les ports locaux, c'est-à-dire qui correspond à la population locale, pour cette grande ouverture en ouvrant aux pays africains, notamment aux pays dits enclavés, parce que si l'on regarde sur une carte, lorsque Dakhla Atlantique sera opérationnel, le prochain grand port en continuant sur la façade atlantique, c'est le port d'Abidjan. Donc, si on veut permettre, et c'est ce que voulait le souverain, je crois, et c'est sa feuille de route, si on veut permettre que ces pays africains qui, pour certains, n'ont même pas d'accès à l'Atlantique, puissent aussi décoller économiquement, c'est de leur faire une place. Et cette place est prévue, puisqu'il y a le port en lui-même, mais sur le terrain où j'ai été visité, il y a toute une infrastructure qui va se développer, en pratiquement une deuxième ville de Dakhla, qui va voir le jour et qui va permettre à toutes les industries et tout ce qui va s'implanter autre que marocain de pouvoir développer de l'activité sur place. Donc c'est forcément vis-à-vis de l'Amérique du Sud et les autres pays qu'une nouvelle donne est en train de s'ouvrir. Et ça me paraît essentiel parce qu'en même temps, ça a un écho sur l'emploi, ça a un écho sur la population. Ça, on voit déjà les premiers effets, mais ça va être multiplié dans les proches années là. Justement, et vous l'avez dit, c'est palpable. D'ailleurs, l'indice de développement humain dans les provinces du Sud est le plus élevé de toutes les régions, les 12 régions du Royaume. Alors, une petite parenthèse. Il y a bien sûr, c'est Hassan. Un appel lancé par Sa Majesté le Roi pour organiser un petit peu avec les pays concernés des rencontres sur comment le Maroc veut aider. Vous l'avez lu, vous aussi? Comment le Maroc doit aider ces pays enclavés à s'inscrire dans une problématique pour trouver justement qui veut participer à ce débat. Ça a été lancé tout à l'heure, je crois que... Je ne sais pas si vous l'avez lu. Merci pour... non, moi personnellement, mais en tout cas, merci pour ce rafraîchissement. Est-ce que les ondes... si vous avez quelque chose à ajouter, peut-être? Oui, sur ce qu'a dit mon collègue à l'instant, ceci. La chance du Maroc, depuis un demi-siècle, c'est qu'il y ait un Sahara marocain qui offre des opportunités. Mais justement, c'était ça ma question. Est-ce que les ondes de développement réussiraient à régler des choses là où la politique a failli? Je vais vous répondre. À partir de quel moment on a commencé à réfléchir à la problématique du développement au Maroc? À partir de la commission qui avait été installée sur le modèle développement du Sud. Exact. C'est-à-dire le rapport 2015. C'est à partir de ça qu'il y a eu une réflexion sur ce qu'il faut faire, la priorisation des stratégies sectorielles. Et c'est comme ça qu'on a eu ensuite, en 2021, vous le savez, le rapport sur le modèle développement national. Plus encore, le Sahara est un vecteur, ça a marqué un vecteur de démocratisation. Quand est-ce qu'on a commencé à parler de régionalisation avancée? Avec les provinces sahariennes. Absolument. C'est les provinces sahariennes qui ont permis la cristallisation des politiques publiques sur la régionalisation. Sinon, auparavant, on avait une régionalisation administrative avec des organes consultatifs. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, la preuve est faite que du fait de cette dynamique et de décentralisation et de développement économique, ça a un effet d'entraînement sur les autres provinces du Royaume et les autres régions.
Enfin, un dernier point, si vous le permettez, notre diplomatie, puisqu'il faut faire le bilan diplomatique de l'année. Pas vraiment un bilan qu'on fait, oui, mais en tout cas, on retrace les faits marquants de cette année. Les faits marquants, il n'y a pas que il y a la priorité donnée évidemment à la cause nationale, bien sûr, depuis un demi-siècle, mais à côté de ça, il y a une mobilisation, un dynamisme sur d'autres champs, d'autres espaces. Regardez ce qui est fait, vous avez parlé de l'Atlantique, de la valorisation de l'Atlantique. C'est le Maroc qui est pionnier pour une réflexion stratégique sur une nouvelle identité atlantique. C'est le Maroc qui, c'est le Maroc qui est pionnier pour la coopération sud-sud. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là dans les instances internationales simplement à ressasser et à escompter le soutien des uns et d'autres sur la question nationale. Nous avons dans notre valise, si je puis dire, d'autres dossiers prioritaires où le Maroc est pionnier. Pas des dollars. Hein. Oui, non. Le changement climatique, les énergies renouvelables, la coopération sud-sud, l'interpellation des organisations internationales, Banque mondiale, FMI et autres, sur de nouvelles règles de financement. Donc voilà ce qui est important à relever. Merci. Un dernier mot, peut-être Jean-Marie Haidt, je vois que vous vouliez prendre la parole. Allez-y. J'essaye de dire quelques mots, mais oui, merci. Je voulais dire qu'en fait, cette coopération diffère fondamentalement des coopérations qui ont pu exister avant, pendant les périodes que l'on a connues. Là, vous le disiez, on est dans un rapport de gagnant-gagnant, ça vient d'être dit, mais en coopération complète avec les autres pays. C'est une invitation qui est faite par Sa Majesté de se mettre autour de la table et de construire ensemble, et non pas de construire pour eux. Et je crois que ça, c'est un élément important. Le dernier élément que je voulais ajouter, c'est que tout ce qui s'est fait et développé, on ne fait pas la liste, mais on la connaît de tous ces développements éoliens et autres, tout ce qui s'est fait a aussi un impact dans les provinces du Sud en termes de reconnaissance par la Commission européenne. Vous savez que le rapport annuel de la Commission européenne du janvier de cette année, celui qui va sortir dans quelques semaines, confirme le développement de ces provinces du Sud, confirme l'impact que je disais sur les populations par ce qui est produit et confirme aussi l'évolution en termes de droits humains de façon remarquable. Donc je crois que ça, il faut insister là-dessus. Ce n'est pas que du développement politique, mais c'est aussi la concrétisation de la réalité pour les femmes et les hommes et la jeunesse en termes de perspectives sur le terrain. N'en déplaise à ceux qui prétendent que, justement, la population des provinces du Sud ne jouit pas de tous les potentiels, naturels ou pas d'ailleurs, de la région. Et c'est écrit noir sur blanc par la Commission européenne et par ses membres. Merci beaucoup, messieurs. Si vous n'avez rien à ajouter, ce débat prend fin. C'est Hassan, un dernier mot peut-être, ça vous fait sourire que je vous dise. Moi, je voulais juste souligner qu'aujourd'hui, enfin, ces jours-ci, c'est quand même l'anniversaire, si vous voulez, de la reconnaissance par Trump, n'est-ce pas, effectivement, de la marocanité du Sahara. Le 20 décembre 2021. C'est ça. 2020. Et sur ces traces, 2020. On est en train de recommencer encore une autre aventure. Et l'Atlantique, évidemment, ce n'est pas un obstacle, c'est une frontière commune avec les États-Unis. Et je m'en réjouis, parce que c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci Hassan Alaoui de Maroc Diplomatique. Merci Mustafa Shemi. Et merci à vous également, Jean-Marie Haidt. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Depuis l'Aïoun. Et merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée à tous.